Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent L'orpheline du Bois des Loups de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Lila Tamazit. Prologue. Dis, maman, elle va mourir, Marie? Mais non, grand Bennet, pas tant que je serai là, va. La femme adresse à son fils un sourire confiant, puis elle relève vite la tête, son regard grave, inquiet, dément ses paroles. Sa bouche murmure une prière. Dieu veut-il reprendre cette fillette qui habite sous son toit depuis si peu de temps? La fièvre ne tombe pas. Le souffle de l'enfant est rauque, sifflant par instants. Son fils, Pierre, s'est agenouillé près du lit. Il regarde le visage de la malade avec attention, comme pour guetter les signes de la mort et faire un rempart contre elle. Il mesure son impuissance, mais du moins, il serait là pour hurler « au secours » s'il lisait l'approche du pire. Tout ça, c'est la faute de la patronne, mon Pierre. Madame Kuznec. À mon idée, elle en voulait pas de cette gosse. Elle pense jamais comme le moussure. Quelle idée de la faire voyager à l'arrière de la voiture, sous la pluie. Non mais je vous jure, pourquoi qu'elle est si méchante? Marie, égarée au sein du délire qu'a fait naître la fièvre, perçoit la voix rude. Elle la reconnaît. C'est celle de Nanette, la femme qui l'a accueillie à son arrivée ici. Elle comprend vaguement que ses inflexions expriment du mécontentement. Elle voudrait s'accrocher à cette voix pour ne pas sombrer au fond de ce gouffre obscur plein de menaces. Elle se sent si faible. Va-t-elle rendre l'âme? Les sœurs de l'orphelinat d'Aubazine, le seul foyer qu'elle a connu, parlaient ainsi quand l'une des religieuses venait à décéder. Rendre son âme à Dieu. Marie ne se sent pas vraiment prête. La vie lui a toujours semblé douce et belle, même pour elle, une pauvre orpheline. Au ciel, retrouvera-t-elle ses parents qui l'ont abandonnée à sa naissance? Peut-être. En tout cas, elle saura leur pardonner. Son souffle s'accélère. Des mains la redressent. Du liquide tiède coule dans sa bouche, mais elle n'a pas la force d'avaler. La tisane mouille sa chemise de nuit. On la recouche. Marie se laisse voguer vers un néant chaud et lumineux dans lequel semblent l'attendre des épisodes récents de sa jeune existence. Chapitre 1. Adieu à l'orphelinat d'Aubazine. Mars 1906. Marie, la mère supérieure te demande dans son bureau. On t'attend au parloir. Dépêche-toi et ôte donc ton tablier. Quelques minutes auparavant, Marie avait bien entendu sonner la cloche à l'accueil. Mais, à vrai dire, il y avait si peu de chances que la visite lui soit destinée. La fillette rêvait souvent. Ainsi, elle s'était imaginé qu'un jour, un couple élégant, au doux visage, viendrait. Un homme, une femme, ses parents. Il lui ouvrirait les bras. Elle s'y réfugierait, folle de bonheur. Oui, un joli rêve qui jamais ne se réaliserait. S'empressant d'obéir à sœur Julienne, elle abandonna l'épluchage de légumes que les grandes effectuaient à tour de rôle et enleva son tablier maculé de taches. Puis, hâtivement, elle ôta le foulard réglementaire pour les travaux de cuisine. Qui donc désirait la voir? Elle hésita un instant et défit aussi le ruban qui retenait sa chevelure brune, remit en ordre les plis de sa robe grise. Quel que soit le visiteur ou la visiteuse, un brin de coquetterie lui dictait de se montrer dans une tenue correcte. Elle se reprocha un instant ce péché de vanité que les religieuses du 5 heures de Marie, garantes de valeurs morales irréprochables, n'auraient pas manqué de condamner.
Pour la deuxième fois ce mois-ci, on la faisait venir au parloir, et cela l'inquiétait un peu. Elle traversa la cour à la hâte pour rejoindre les bâtiments monastiques à colonnes géminées, construits en pierre claire et lumineuse. Son regard effleura le décor qu'elle affectionnait particulièrement les autres jours. D'un côté, la treille qui donnait à l'automne du si bon raisin chasselas, et de l'autre, le verger potager où murmurait une fontaine. Les arbres fruitiers commençaient à faire quelques bourgeons. Le ciel était lumineux, mais l'air froid et humide. Marie pensa qu'elle était mieux au chaud aux cuisines, un des lieux les plus accueillants de l'orphelinat. À juste titre, on appelait ces vastes cuisines le château, sans doute en raison de la tour carrée qui chapeautait le bâtiment. On se sentait si bien dans cette grande salle aux belles voûtes. L'immense cheminée et les fourneaux y dispensaient une chaleur bienfaisante. « C'est peut-être le monsieur de l'autre jour qui est revenu ?» se demanda-t-elle, le cœur battant. « Non, c'est impossible. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a seulement regardé longuement. Je ne lui ai pas plu. » Rares étaient les enfants adoptés en ce tout début du XXe siècle. L'orphelinat d'Aubazine, situé tout près de Brive et niché à l'ombre de l'église abbatiale Saint-Étienne, en hébergeait un petit nombre, toutes des petites filles. Rien à voir cependant avec les effectifs un peu plus importants que les religieuses avaient comptés dans les années 1860, lorsque la misère avait multiplié le nombre d'indigents dans les quartiers pauvres de Brive, nécessitant l'ouverture de bureaux de bienfaisance. À cette époque, la congrégation de religieuses du Saint-Cœur de Marie avait fondé l'orphelinat dans la belle abbaye cistercienne d'Aubazine, datant du XIIe siècle. La mairie et l'évêché avaient fait appel à la générosité des notables de la ville afin d'obtenir des dons de vêtements et de nourriture. À présent, les religieuses accueillaient des fillettes à partir de l'âge de 5 ou 6 ans, à la fois des enfants d'indigents morts de misère ou partis au gré des routes, et des pensionnaires ou externes qui suivaient, à titre payant, les cours de l'école ménagère. Le cas de Marie était un peu différent. Elle avait été une des plus jeunes pensionnaires. L'hospice de Brive l'avait confiée à l'orphelinat alors qu'elle était âgée d'environ 3 ans. Marie considérait cet endroit comme son foyer. Elle en connaissait les moindres recoins. Son histoire était assez banale pour l'époque. La femme qui avait conduit l'enfant avait expliqué brièvement à la mère supérieure qu'une sage-femme était venue un soir, un bébé dans les bras. Elle avait affirmé que la maman avait à peine eu la force de dire avant de mourir « Nommez-la Marie ». La fillette pouvait-elle se juger malheureuse ? À vrai dire, en ce début de siècle, les enfants confiés à la congrégation ne manquaient matériellement de rien. C'était à qui donnerait noix, châtaignes, huile, lait, viande et fruits. De plus, l'orphelinat possédait 2 jardins potagers, cultivés par les religieuses, et il fournissait des légumes à volonté. À cela, venait s'ajouter un vivier, quelques arbres fruitiers et une ferme, avec volailles, lapins, porcs et même une vache. Sous le vivier avait été aménagé un moulin permettant aux sœurs de produire leur électricité. Grâce à la générosité des notables de Brive, les sœurs habillaient les pensionnaires. Elles faisaient de la réfection et de la confection l'objet des cours de couture de l'ouvroir qui étaient réservés à cette activité. Pour ce qui est de la misère morale, Marie partageait le lot commun des enfants abandonnés qui ignoraient tout de leur passé. Selon le caractère de chacun, ce fardeau semblait lourd ou plus léger. Marie ne se plaignait jamais. Elle était d'un caractère joyeux et conciliant. Mais que sait-on des peines secrètes d'un enfant ? Marie monta l'escalier de pierre qui menait au premier étage vers le bureau de la mère supérieure. En entrant dans la pièce, elle eut un sourire très doux. Elle vénérait mère Marie-Anselme, qui élevait les fillettes non seulement dans l'amour de Dieu, mais aussi dans la tendresse, un cadeau du ciel inestimable pour les orphelines. La religieuse l'attendait. Elle avait longuement hésité avant de se résoudre à placer cette petite, car une solide affection la liait à Marie.
Toutefois, un sentiment de justice lui interdisait un quelconque favoritisme. La ferveur religieuse de la petite fille lui avait souvent fait songer pour elle à un avenir dans les ordres. Mais était-ce un critère de choix pour Marie? Si le Tout-Puissant avait désigné cette fillette pour le servir, la destinée bienveillante saurait bien la replacer, tôt ou tard, sur la voie de sa lumière. Elle avait aussi longtemps pensé la confier à quelques couples aisés de la bonne société de Brive. Puis il y avait eu cette proposition d'un couple habitant un département plus éloigné, bien au-delà de Limoges, près de Pressignac, en Charente-Limousine. Il cherchait une adolescente pour seconder la maîtresse de maison dans sa vaste exploitation. Seule Marie était dans les âges souhaités. Mère Marie-Anselme avait cependant attendu avant de rendre une réponse. Pressignac semblait bien éloigné. Reverrait-elle Marie? Elle avait songé aussi à l'intelligence vive de la fillette. N'était-ce pas la seule de ses protégées à avoir réussi brillamment le prestigieux certificat d'études quelques mois auparavant? Elle pouvait envisager pour elle un meilleur placement que dans une métairie. Mais elle avait considéré la mine pâle de l'enfant, ses grands yeux sombres et cernés. Cette petite avait toujours eu une santé précaire. Peut-être un changement d'air et une vie saine à la campagne lui seraient-ils salutaires. Le couple avait un excellent train de vie et accordait des subsides à l'orphelinat depuis plus de 5 ans, une générosité rare, hors département. De plus, l'homme et la femme n'avaient pas d'enfants. Peut-être Marie aurait-elle la chance de trouver chez eux la chaleur d'un foyer. D'un geste affectueux, mais déterminé, la mère supérieure saisit l'enfant par les épaules. « Écoute-moi, Marie. Il y a là au parloir une femme qui cherche une jeune fille capable de tenir une maison, de cuisiner. Tu as maintenant 13 ans, l'âge de gagner ton pain. Tu sais aussi que nous manquons de place. Je t'aurais bien gardé encore, mais je pense qu'il est préférable que tu partes. Alors, montre-toi aimable et poli. Si tu conviens à Madame Cusenac, tu iras à la campagne, dans une grande ferme. Cela te fera du bien, et tu ne manqueras de rien. » La religieuse ajouta d'un ton plus doux, en saisissant un petit cadre rangé sur une étagère, derrière elle. « Tiens, voici une photo miniature de la statue de la Vierge à l'enfant. Tu sais que tu es placée sous la bénédiction de notre Sainte Mère Marie. C'est mon cadeau d'adieu. Elle te protégera. Maintenant, nous allons voir ensemble ta maîtresse. Et rappelle-toi, surtout, si quelque chose ne convenait pas dans ta nouvelle famille, tu aurais toujours ta place ici. » La fillette saisit incrédule ce merveilleux présent. Seul le visage de la Madone, très doux et patiné par le temps, était représenté. Elle avait prié tant de fois devant cette statue de pierre dorée, placée au parloir, que de fois elle l'avait interrogée de façon muette. « Bonne dame, où sont mes parents ? » « Merci, oh merci ma mère, rien ne saurait me faire plus plaisir. » balbutia Marie, rouge de contentement. Elle serra un instant ce trésor contre son cœur et l'enfouit dans la poche de sa robe. Elle se sentait déchirée entre 2 sentiments. Elle avait peur de partir de l'orphelinat où elle avait vécu si longtemps. Elle quitterait bientôt les sœurs auxquelles elle s'était attachée, ses compagnes de l'institution et aussi les livres qu'elle aimait tant. Elle comprenait instinctivement que de tels loisirs seraient sans doute incompatibles avec la vie qui l'attendait. Pourtant, pour Marie, âme simple et tranquille qui s'émerveillait de la naissance des premières feuilles des jardins potagers de l'orphelinat, les seuls mots de campagne et de ferme suffisaient à éveiller la rêverie. Son univers se réduisait à ces couloirs clairs mais un peu austères, à cette bâtisse pourtant accueillante et bien entretenue, à son lit dans le grand dortoir aux portes noires. Elle aimait ces lieux et s'était toujours sentie rassurée par la proximité tutélaire de l'église abbatiale. Et puis, il y avait les vallons bleutés, si beaux le matin dans leurs écharpes de brume, qu'elle et ses compagnes admiraient de la cour. Une vision à couper le souffle. Oui, une partie d'elle-même la rattacherait toujours à sa Corrèze natale.
Elles descendirent l'escalier, traversèrent de nouveau la cour intérieure pour rejoindre le parloir. Émue, Marie passa devant mère Marie-Anselme, qui avait ouvert la porte. Une femme marchait de long en large dans la pièce, et elle s'arrêta pour fixer le visage de la fillette. « Alors c'est toi, Marie ? Tu ne me parais pas bien solide pour ton âge. »« Oh si, madame. Je fais les lits des plus jeunes. Je vide les cendres des cheminées, et je sais cuire la soupe. » La mère supérieure, qui se tenait derrière l'enfant, lança d'un ton complaisant. « Marie est sage, pieuse et obéissante. Elle est très habile à la couture et à la broderie. C'est une enfant courageuse, qui ne rechigne jamais à la tâche. Et n'oubliez pas, madame Kuznec, que ce serait un acte de charité de la prendre. L'air de la campagne serait salutaire pour sa santé, qui n'est pas des meilleures. » À ce dernier détail, la visiteuse pinça les lèvres. Son visage prit un air dur. La mère supérieure comprit qu'elle n'aurait pas dû parler sans doute de la fragilité de la fillette. Marie fut tout de suite au bord des larmes. Que deviendrait-elle si on ne pouvait pas la garder ici ? Et si cette dame à la bouche sévère ne voulait pas d'elle ? Le souffle court, elle s'écria. « Oh, madame, je sais aussi repasser. Je n'ai jamais brûlé un drap ou un linge. Je mange peu, et je m'occupe bien des petits. Si vous avez des enfants, je veillerai sur eux. » Ce dernier argument n'avait pas dû non plus convaincre madame Kuznec, car elle soupira, agacée. Elle était de corpulence assez forte, et avait revêtu pour ce voyage à Brive, puis aux Basines, ses plus beaux habits, qui lui donnaient une allure endimanchée. Elle demanda encore. « Mais sauras-tu traire les vaches ? Faire le caillé et garder les moutons ?» La mère supérieure protesta, en posant une main sur le bras de Marie. « Madame, je ne comprends plus. Il avait été entendu que Marie ne s'occuperait que du ménage et de la cuisine. »« Oui, bien sûr, mais elle devra aussi aider les métayers. » Mère Marie-Anselme soupira. Devait-elle vraiment confier Marie à cette femme ? Il était difficile de se faire une idée après une unique entrevue. Le mari, qui était venu la voir un mois avant, lui avait semblé plus chaleureux. Et puis, les fillettes placées étaient tenues de lui donner des nouvelles. Il serait toujours temps de reprendre la petite si elle était vraiment malheureuse. Elle se raidit et déclara d'un ton ferme. « Nous avons ici une ferme, et Marie n'a jamais été la dernière à proposer ses services pour jardiner, mener la vache au pré et aider à rentrer le foin. Pour le reste, elle apprendra vite. » Elle donna les dernières précisions qui accompagnaient chaque départ. « Je vous rappelle aussi que cet enfant, qui est notre pupille et une de nos meilleures élèves, dispose d'un trousseau correct, d'une paire de galoches, d'un missel et d'un chapelet. Vous n'avez donc aucun frais en l'apprenant. » Au grand étonnement de mère Marie-Anselme, ces arguments d'ordre pratique semblèrent convaincre madame Kuznec. D'une voix radoucie, la femme déclara. « Bien, c'est entendu. Je prends Marie. » Puis elle ajouta d'un ton qui sembla plus amer et mystérieux à la religieuse. « De toute façon, c'est mon mari qui en a décidé ainsi. Alors, autant l'emmener aujourd'hui. La route est longue jusqu'à la maison. J'ai une course à faire au marché de Brive et un train repart à midi de la sous-préfecture. Qu'elle aille chercher ses vêtements. » Mère Marie-Anselme se pencha vers l'enfant pour l'embrasser. Une démonstration d'affection rare chez cette religieuse bienveillante, mais peu démonstrative. Elle regarda une dernière fois la visiteuse et ajouta « Marie sait lire et écrire, et elle a son certificat. » À la précision de ce détail, madame Kuznec éclata de rire. « Elle sait lire et écrire, et elle a même son certificat. La belle affaire. Pour le travail de la ferme, ça ne lui servira pas beaucoup. » Il fallut emprunter une voiture à cheval pour aller de l'orphelinat au centre de Brive. Le cocher était un homme aux moustaches de hussard et à l'air jovial. Pourtant, une discussion animée l'opposa à madame Kuznec au moment de monter dans le coche. « Per la drola, vos metireras ben cocares tot parière. Pour la gamine, vous m'accorderez bien un rabais ?» L'homme jaugea la nouvelle patronne de Marie. Il prit un air indigné et s'empressa d'ajouter « Mais la diou,
Los gros n'an qu'à pegar. Les gros peuvent payer. » Marie ne saisit pas le sens de cet échange acerbe de mots à double sens qui empourpra le visage de madame Suzenack et provoqua l'hilarité des autres voyageurs. Mais elle se douta qu'il s'agissait du prix en voyant celle-ci, furibonde, ajouter quelques piécettes. Elle s'exclama à l'adresse de la fillette. « Ces gueux croient que l'on ne comprend pas leur jeu et n'attendent qu'une occasion de nous berner. Je connais leur langage et leur manière. Mais je t'interdis bien de les imiter. Tu m'entends ? Jamais de patois chez moi. » Montée dans le coche, Marie jeta un dernier regard au village de Pierre-Rose. Jamais elle n'oublierait ce lieu. Les forêts de châtaigniers, où elle avait fait avec ses compagnes de si belles promenades, défilèrent. Le coche redescendit vers le bas pays et le bassin de Brive. Marie venait de faire son adieu à son enfance baignée de la sérénité des collines. Malgré sa tristesse, le spectacle de la ville de Brive la fascina. Brive la Gaillarde, ainsi nommée parce que jadis entourée d'une solide enceinte de remparts, lui présentait en ce premier jour de mars un visage ensoleillé. Marie était bienvenue une fois à Bénat, le jour où elle avait passé son certificat d'études, mais jamais dans une ville aussi importante que Brive. Elles descendirent de la voiture à cheval dans le quartier de la Guillerle. C'est à pied qu'elle devait rejoindre la gare, et il fallait marcher, et vite, sans oublier cette course pressante. Madame Kuznac lui frayait un passage parmi la foule sans le vouloir, en raison de son imposante silhouette. Marie ne perdait pas une miette de tout ce qu'elle découvrait. Le haut clocher de l'église Saint-Martin et tant de belles maisons à la façade harmonieuse. Bien sûr, des boulevards avaient succédé aux anciennes courtines, mais la ville abritait d'admirables édifices de la Renaissance, comme l'hôtel de la Binche et sa tour au toit pointu. Marie ignorait tout de la cité près de laquelle elle avait grandi, mais il lui sembla ce jour-là que c'était un univers vivant et coloré. Une rumeur montait d'une place où se tenait un marché. En s'y promenant, l'orpheline entendit parler d'oies grasses, de moutarde violette et de charcuterie savoureuse, autant de mots magiques pour elle qui n'avait jamais goûté à ces merveilles. Chapitre 2. Arrivée à la métairie. La fillette, depuis le départ de Brive, n'avait pas arrêté de regarder par la vitre du wagon, contemplant les prés et les collines, déjà parsemées de boutons d'or. Pour elle, c'était un émerveillement qui lui faisait oublier son chagrin. Il avait été si douloureux de dire adieu à sœur Julienne, à sœur Geneviève, à toutes ses compagnes. Mais il en était ainsi des orphelines d'Aubazine. Venait un jour où elle devait quitter la protection de ces murs séculaires. Marie avait accepté ce déchirement, comme tant d'autres avant elle. Il y avait aussi dans le cœur meurtri de Marie l'image de la petite Léonie, sa préférée, à qui elle avait appris à lire et qui adorait écouter des contes de fées. Malgré le chagrin de sa condition d'orpheline, il lui revenait le souvenir de tant de jours joyeux entre les murs de l'imposante bâtisse. La fête de Saint-Étienne en particulier. Celle-ci avait lieu le dimanche suivant le 15 août et donnait lieu à une procession dans le monastère et l'église, ainsi qu'à une grande kermesse. Ce jour-là, les fillettes décoraient de fleurs et de bruyères le tombeau du saint. L'après-midi, c'était la fête patronale, et les orphelines jouaient des scénettes ou des pièces de théâtre. À l'ombre de la treille à Chasselas, les sœurs vendaient des produits du prieuré et des travaux de couture ou de broderie. C'était un jour merveilleux. Il y avait également tous ces jeudis et dimanches où les fillettes allaient en promenade sur la route de la Vorie ou le long du canal des Moines, un ouvrage impressionnant, taillé à même le roc par les religieux, afin d'acheminer l'eau du Coiroux à l'abbaye. Elle partait souvent aussi ramasser des châtaignes à la Borie haute ou sur les collines, près du saut de la Bergère. Puis elle montait jusqu'au calvaire, où se situe un oratoire, parfois jusqu'au puits du Pauliac, d'où la vue s'étendait, majestueuse, sur les coteaux. Elle revenait de ces randonnées le cœur en fête. Selon la saison, leurs poches étaient bourrées de châtaignes ou de glands, et leurs bras, chargés des fleurs des champs, de houx, de lierre et de gui,
dont elle décorait l'église abbatiale. Et puis, Marie gardait en mémoire un voyage, un seul mais inoubliable, à Rocamadour. Les religieuses les avaient incitées à émettre un vœu à la Vierge Noire. Mais quel souhait peut être celui d'un enfant privé de parents, si ce n'est trouver ou retrouver père et mère? Une fois installée dans le wagon, Marie avait retenu ses larmes, de crainte de déplaire à sa patronne. Mais Madame Kuznach ne lui avait même pas dit un mot de réconfort, ne l'avait même pas regardée, se contentant de lui ordonner « Tiens mon cabas, et ne l'ouvre pas surtout, je te préviens, si tu es malhonnête, je ne te garderai pas. » Le visage de la fillette s'était empourpré de honte. Pourquoi la soupçonner d'une telle indélicatesse? Les religieuses plaçaient si haut les valeurs morales qu'elles inculquaient avec rigueur aux orphelines, entre autres la probité. À présent, le soleil se couchait, et Marie découvrait des champs labourés, des villages perchés sur une butte, le lit argenté d'une rivière. Toutes ces images nouvelles, parées de couleurs vives, la ravissaient. Peut-être, après tout, serait-elle heureuse à la ferme. L'orpheline se promit de travailler de l'aube au crépuscule, d'obéir sans condition, et de ne pas gêner ceux chez qui elle vivrait. Madame Kuznach semblait soudain s'apercevoir de sa présence. Elle s'agita en grommelant. « Donne-moi mon cabas, j'ai faim. » Marie était aussi affamée, mais elle n'eut droit à rien des bonnes choses qui dormaient au fond du sac de cuir. Le ventre creux, elle vit sa patronne manger du fromage, du pain et une pomme. De nouveau, elle se tourna vers la vitre. Là-bas, des vaches à la robe rousse broutaient. C'était la première fois que Marie en voyait autant. Il faisait déjà nuit quand le tortillard arriva à Chabanais. Madame Kuznach secoua Marie par l'épaule. « Réveille-toi, ma fille. A-t-on idée de dormir comme ça? Tu aurais pu au moins me faire la conversation. Tu es d'une triste compagnie depuis Limoges. J'ai trouvé le temps long. » Marie marmonna des excuses. Jamais elle n'oserait dire que la faim l'avait rendue malade et qu'elle avait fait l'impossible pour oublier ses crampes d'estomac. « Jacques nous attend. Tiens, prends ton sac et mon cabas, et file devant. » Il pleuvait dru. L'orpheline ouvrit grand les yeux. À la clarté jaune des réverbères, elle devina un pont de pierre enjambant les eaux noires d'une rivière. Sur la place, une calèche attendait. Un homme se tenait sur le siège avant. Il criait en apercevant sa patronne. « Bien le bonsoir, madame. J'ai cru que le train avait versé dans un fossé. Il est tard. » La femme haussa les épaules. L'homme l'aida à grimper sur le siège à côté de lui, protégé par une capote de cuir. Il chargea les sacs dans le coffre prévu à cet effet. Puis Madame Kuznach fit signe à Marie de s'installer derrière, sur une banquette de bois détrempé, que rien ne protégeait des rafales de pluie glacée. « Elle n'est pas costaude, cette drôlesse, autant qu'on peut en voir. Mais elle ne nous coûtera pas un sou, » répliqua Madame Kuznach tout bas. Marie baissa la tête, comme elle regrettait soudain de ne pas être à l'orphelinat. C'était l'heure où elle servait la soupe aux plus petites, qui babillaient de joie. Au bout de la table, sœur Julienne souriait, ce qui plissait ses bonnes joues et lui donnait un air de douceur. La voiture s'élança. Jacques avait accroché une lanterne qui tressautait à chaque tour de roue et éclairait à peine. Mais le cheval blanc qui tirait l'attelage connaissait la route. Marie, secouée en tous sens, exposée au vent et à la pluie, grelottait. Son manteau, ses cheveux étaient trempés. Elle avait envie de vomir. Elle se plia en deux, tout en s'accrochant où elle pouvait, et prit son mal en patience. La route pavée ne tarda pas à se changer en un chemin semé de cailloux, aux ornières boueuses. Des odeurs, accentuées par la fraîcheur nocturne, vinrent surprendre Marie. Des senteurs familières de terre labourée et d'herbe, puis celles plus puissantes d'un bois, dont les châtaigniers et les vieux chênes exhalaient un parfum de sève et de mousse. Jacques fit alors un commentaire à sa patronne. « Faudrait dire aux moussures de mettre les moutons dans le bois des loups. Les mauvaises herbes gagnent du terrain. La source va se perdre là-dedans. C'est pourtant une bonne source. Les vieux disaient qu'elle soignait le haut mal et qu'elle exauçait les vœux. » Madame Kuznach hocha la tête, mais Marie, d'où elle était, n'entendit que ces mots mystérieux.
le Moussure et le Bois des Loups. Les pas du cheval ralentirent dès que Jacques poussa un retentissant « Oh là !» Marie se redressa. Dans les ténèbres qui environnaient la calèche, elle vit tout de suite le carré jaune d'une fenêtre. Son cœur battit plus vite. Était-il enfin arrivé à la ferme ? Toute la journée, afin d'apaiser ses craintes, elle avait joué à imaginer l'endroit où elle allait vivre. Sans bruit, Marie se leva un peu plus. On discernait une masse trapue, un toit, une cheminée qui fumait. Des bêlements s'élevèrent, plaintifs, assortis à d'autres senteurs acides, presque écœurantes. Marie regarda mieux. Sur sa droite, plus haut, on distinguait une bâtisse dont 3 fenêtres étaient éclairées. Madame Kuznec s'écria « Descends donc, Marie. Tu vas loger chez Nanette, la femme de Jacques. Tu viendras demain te présenter à mon mari. » Puis elle ajouta à l'adresse de l'homme « Tu diras à ta femme de vérifier la tignasse de cette gamine. Elle est sans doute infestée de poux. » La fillette sentit de nouveau le poids de l'humiliation. Ne pouvant guère répliquer, elle se contenta d'obéir. Elle prit son léger bagage et se glissa à bas de la voiture. Sous ses pieds, le sol paraissait visqueux et collant à la fois. La pluie l'aveuglait. Elle n'avait qu'une envie, se retrouver à l'abri. Jacques hurla. « Marche donc, coquin !» Le cheval avança. Madame Kuznec ne se retourna même pas. Marie resta plantée dans la boue, n'ayant plus pour se guider que ce carré jaune trouant la nuit. Elle avança et, floc, floc, faisait ses galoches. Un chien se mit à aboyer furieusement. Aussitôt, une porte s'ouvrit et une femme se dressa sur le seuil. « Qui est là ? C'est toi, Jacques ?» Marie pressa le pas, au risque de s'étaler dans la boue. Elle s'empressa de répondre, de peur que la porte ne se referme ou que le chien ne déboule. « Je suis la nouvelle servante de Madame Kuznec. On m'a dit que je logerais chez vous. »« Entre donc, ma fille. Je pensais bien que c'était toi, à cette heure. » Marie reprit courage. Elle avait sûrement affaire à Nanette, et la voix de la femme, malgré sa rudesse et son accent roulant, était bien plus aimable que celle de Madame Kuznec. « Eh ben, te voilà au chaud, si je m'attendais à voir une demoiselle de la ville. Mais, pauvrette, on dirait que tu sors de la Vienne, tant tu es mouillée. Faut que la patronne ait perdu la tête pour te faire voyager à l'arrière, comme un sac de patates. Viens là, tu vas vite te sécher. » Marie ne comprit pas pourquoi Nanette la comparait à une demoiselle de la ville. Elle en fut gênée et se tint gauchement à l'entrée de la pièce, sans pouvoir contenir les frissons qui la secouaient. Il est vrai qu'elle portait un manteau de drap de laine, rajusté par ses soins, un don des dames généreuses de Brive, et un bonnet de la même étoffe, ce qui pouvait lui donner un semblant d'élégance. Mais le tout était gorgé d'eau, et ses bas noirs étaient souillés de terre rougeâtre, ainsi que ses galoches, de solides chaussures données par M. Coste, l'un des sabotiers du village. Par précaution, sœur Julienne les avait choisies une pointure au-dessus de sa taille pour qu'elle fasse plus d'usage. Nanette la poussa vers la table, qui remplissait presque tout l'espace. « Mets-toi le dos au feu, t'auras meilleure mine une fois réchauffée, et le ventre plein. Donne donc tes habits, ils sont bons à tordre. » La cheminée s'ouvrait à même le sol de terre battue. Son imposant manteau touchait presque le plafond, que soutenaient d'énormes poutres noircies par la fumée. Dans un des coins de l'âtre, il y avait un petit banc, et là se tenait un jeune garçon qui se chauffait les mains. Il était de constitution plutôt fluette, et ses grands yeux noirs mangeaient son visage fin, encadré par une tignasse brune. Il regardait Marie d'un air grave. Nanette le désigna du menton. « C'est Pierre, mon fils, un bon gars. Et toi, comment on te nomme ?»« Marie, madame. »« Oh, pas de madame chez nous. Dis-moi Nanette. Allez, mets-toi à l'aise. » Marie s'assit. Nanette lui ôta son manteau et sa coiffe, alla les accrocher près des flammes. Puis elle posa devant la nouvelle venue une assiette de soupe et une tranche de pain. Affamée, l'orpheline avala le tout en quelques instants et se sentit beaucoup mieux. Nanette éclata de rire.
Je parie que la patronne t'a laissé faire le voyage le ventre vide. Une vraie teigne, celle-là. Et j'ai pas peur de le dire. Et chiche par-dessus le marché. » Elle ajouta, voyant la petite grimace d'incompréhension que ce dernier terme avait provoqué sur le visage de Marie, « radine, si tu préfères. » Pierre pouffa de rire. Nanette, heureuse de bavarder avec quelqu'un venu d'une grande ville lointaine et qui ne savait donc rien des histoires de Pressignac, cala une chaise dans l'âtre, en face de son fils, et continua. « La patronne, elle est bréhaigne. C'est ça qui doit la rendre mauvaise. Moi, je l'ai toujours dit au Jacques, si elle avait eu 1 ou 2 petiots, elle serait pas si dure. Et le patron, il saura à qui laisser sa terre. Il se rend malade à l'idée que les bois, les prés, le bétail, ça ira à son neveu Macaire, un bon à rien. Celui-là, je te dis, il vendra tout, tu verras. » Marie approuva discrètement. Elle ne voulait pas déplaire à Nanette, qui semblait être bien disposée à son égard. Pour cette raison, elle ne lui demanda pas ce que signifiait le terme bréhaigne, qui rimait avec teigne, mais qui cachait peut-être un mal redoutable. Jacques entra en poussant la porte d'un coup de coude, car il avait les bras encombrés d'une paillasse dont la cotonnade grise à fleurs roses parut à Marie la plus jolie chose du monde. « C'est pour la drôlesse, de la part des patrons. » Nanette se leva, son mari lui passa le matelas qu'elle garda contre sa poitrine, d'un air embarrassé. « Pierre, monte ça dans la pièce du haut et donne un drap, une couverture à Marie. » Jacques échangea avec sa femme quelques mots en patois, et la métayère aborda alors vaguement le problème des poux. Rougissante, la fillette s'empressa d'assurer que ses cheveux avaient été inspectés par les sœurs. « Ne te mets pas en peine de m'expliquer ça, comme si on avait le temps de penser à ça ici. D'abord, les poux, c'est signe de bonne santé, et ça porte bonheur. » La fillette suivit Pierre, qui tenait d'une main la paillasse, de l'autre, un bougeoir garni d'un moignon de chandelle. Les 2 enfants grimpèrent un escalier, dont les premières marches grinçaient. La pièce du haut était en fait le grenier, et elle sentait bon les fruits et le grain. Jacques et sa femme y faisaient sécher des pommes, des châtaignes, des noix, y rangeaient du blé et des haricots dans des bourgnes, de grands récipients d'osier tressés d'une couleur chaude et dorée. Cet étrange décor ne déplut pas à Marie. Pierre jeta la paillasse sur le parquet grisâtre, ressortit et réapparut, le drap et la couverture à bout de bras. Il l'étendit à Marie et s'éclipsa, en lui laissant le bougeoir. « Merci », chuchota la fillette. Elle était seule. Cela ne lui était jamais arrivé. À l'orphelinat, il y avait les compagnes du dortoir. On parlait un peu de lit à lit. On allait à pas de loup dans le dortoir des petites, consoler celles qui avaient peur du noir. Marie rangea avec soin son manteau et son bonnet, au bout de ce qu'il fallait bien nommer, un lit. Frissonnant sous sa robe et son gilet, elle enleva ses bas humides, puis elle se coucha en se couvrant jusqu'au nez. Elle serra contre elle le portrait de la Sainte Vierge d'Aubazine et fit sa prière. La bougie s'éteindrait vite. Sa flamme vacillante jetait d'étranges ombres au plafond. Elle ferma les yeux. Montant de la pièce du bas, lui parvenaient les voix de Nanette et de son mari, qui parlaient en patois. Elle n'en comprenait pas un mot, car, à l'orphelinat d'Aubazine, elle avait appris à s'exprimer dans un français correct. Marie pensa alors à la dureté de Madame Cusenac, à la grande maison située en haut de la colline, à la vie qui l'attendait. De ces gens, de ce village, elle ne connaissait rien. Néanmoins, elle se fit la promesse d'être heureuse envers et contre tout, car elle aimait la gaieté et connaissait la valeur de l'espoir. Pour la première fois, Marie s'endormit sur les terres du Bois des Loups, sans s'imaginer qu'un seul instant, qu'un jour, elle appartiendrait corps et âme à ces lieux. Chapitre 3. Découverte du monde rural. Le lendemain matin, Marie se sentit si faible qu'elle fut incapable de se lever. Elle claquait des dents et toussait à rendre l'âme. Pierre, qui était monté la chercher, redescendit 4 à 4 l'escalier en criant « Maman, elle est malade, viens vite !»
Nanette se précipita. Elle comprit aussitôt. Marie avait pris froid. Il n'y avait guère à s'en étonner. Tout en jurant, elle prit les choses en main. « Aide-moi, mon Pierre. On va la coucher en bas, dans le grand lit. Monte au Bory prévenir la patronne. Dis-lui que la gosse est tombée malade, qu'elle ne peut pas se présenter dans cet état. Pauvre petite, je vais la soigner. Foi de Nanette. » L'indisposition de Marie laissa Amélie Kuznec indifférente. Singulièrement, elle n'était guère pressée de voir Marie prendre son service. De toute façon, la vieille Fanchon continua à tenir la maison. Pour soigner Marie, Nanette usa tout d'abord des quelques remèdes de bonne femme dont elle connaissait le secret. À la campagne, il fallait plus qu'un coup de froid pour aller quérir le médecin. Ce fut durant cette période que l'orpheline entra sur la pointe des pieds dans le cœur de la métayère. Marie faisait peine à voir, claironnait-elle à ses hommes, avec sa petite figure émaciée, sa peau transparente et son appétit d'oiseau. La brave femme posait la main sur le front brûlant de l'enfant, s'asseyait le plus souvent possible à son chevet, du raccommodage à la main, et bavardait en prenant garde de ne pas trop la fatiguer. Mais au bout de 3 jours, la malade toussait de plus en plus, la poitrine en feu. Bientôt, elle ne put rien avaler. La fièvre refusait de baisser. Jacques, le mari de Nanette, alla en informer sa patronne. L'air agacé, Amélie Kuznec déclara que son mari était absent. Elle ne savait pas quelle décision prendre. Le métayer, alarmé par l'état de Marie, se permit d'insister. « Notre dame, je crois bien qu'il faudra appeler le docteur. Si jamais la gosse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle a pas l'air bien, je vous assure, pas bien du tout. Ma femme en perd le nord. » Madame Kuznec se mordit les lèvres, avant de marmonner, exaspérée cette fois-ci. « Je vais vous envoyer le docteur Ménard. » Le médecin se présenta chez Nanette 2 jours plus tard seulement. Le soir même où Pierre, qui avait à peine échangé 3 mots avec Marie, s'effrayait de la voir si mal. Semi-consciente, Marie se tenait repliée sur elle-même, le cadre de la Vierge de Basine serré contre son cœur. Elle reprenait parfois pied avec le réel, puis retombait dans le délire. Elle articulait faiblement « Maman, papa » ou appelait avec plus de véhémence des personnes inconnues pour Nanette. Sœur Julienne, mère Marie-Anselme. Le praticien ausculta la malade avec soin. Puis il hocha la tête, les traits tendus par une colère froide. « Cette petite est aux portes de la mort, bon sang. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour me faire venir ?» Après une lutte acharnée contre la mort, et grâce aux médicaments prescrits par le docteur Ménard, Marie fut sauvée de ce début de pneumonie. Plus d'1 semaine s'était écoulée depuis son arrivée à la ferme du Bois des Loups. L'orpheline n'avait pas revu Madame Kuznec, ni fait la connaissance de son époux, ce moussure dont parlait Nanette avec un peu de compassion et beaucoup de respect. La fillette était encore convalescente. Il lui fallait beaucoup de repos, du soleil et une solide nourriture. Jean Kuznec, mis au courant par son métayer, décida visiblement à regret que la malade resterait près de Nanette jusqu'à ce qu'elle soit complètement remise. D'après ce que Jacques avait rapporté à sa femme, Amélie Kuznec avait été loin de protester. « Pas étonnant », avait-elle déclaré à son mari d'un ton rogue. « C'est une bâtarde, et comme tous ces enfants dont on ignore l'hérédité maternelle, elle n'est guère solide. Elle peut vivre à la métairie. Moins je la verrai, plus je serai contente. » Le printemps de cette année 1906 s'annonçait radieux. Ce matin-là, Marie, dont les forces revenaient, avait eu droit à un bol de lait tiède coloré d'un peu de chicorée et des tartines de pain. Puis Nanette avait déclaré en se campant devant la cheminée, les mains sur les hanches, « Te voilà mieux, ma petite. Tu vas pouvoir me donner un coup de main. C'est pas le travail qui manque. Quand la patronne voudra de toi, elle nous le fera savoir. » La fillette s'était sentie profondément déroutée. Pourquoi l'avait-on fait venir de si loin si on ne voulait plus de sa présence désormais? À la réflexion, il était sans doute préférable pour elle de rester dans cette maison modeste, mais accueillante, plutôt que de subir cette femme qui la glaçait d'effroi. S'armant de volonté, Marie se mit à l'ouvrage. Elle découvrit les tables, la bergerie, les pâturages, et s'attela aussitôt à la tâche en s'occupant des bêtes. C'était un peu comme à la ferme de l'orphelinat.
mais en beaucoup plus grand. Sur les conseils de M. Cuznac, Jacques élevait des vaches limousines, mais aussi 2 normandes, achetées à prix d'or, qui fournissaient le lait dont on avait besoin. Jacques s'occupait de la traite. Madame Cuznac aimait le lait juste tiré pour les entremets et les pâtisseries. Avec l'excédent, Nanette devait faire des fromages. Marie l'aida de bon cœur, fascinée par ce qu'elle apprenait. Elle brassait le cahier, lavait les faisselles. Elle s'était vite adaptée. C'était un travail qu'elle avait vu faire par sœur Julienne, préposée à la fabrication du fromage blanc. L'univers que découvrait Marie était donc familier et nouveau à la fois. Très vite, elle se prit d'affection pour les robustes vaches à la robe rousse, à qui elle tenait de grands discours. Il en fut de même pour les moutons, dont le regard soumis l'apitoyait. Mais ce qu'elle préférait, c'était nourrir la volaille. Nanette lui avait prêté une vieille paire de sabots, et ainsi chaussée, Marie traversait la basse-cour en poussant le même cri que Nanette. « Quieto, quieto !» Puis elle distribuait le grain à la volée. Les poules se précipitaient et venaient manger à ses pieds, ce qui l'amusait fort. À travers toutes ces activités, Marie découvrait la liberté. Quand elle avait un moment inoccupé, elle allait marcher le long du chemin communal, accompagnée de Pato, le chien de la métairie. Cet animal au poil jaune n'avait pas son pareil pour garder les vaches et les brebis. Rapidement, Marie s'en était fait un compagnon. Le mois de mars était beau, avec des prés couverts d'une nuée jaune de pissenlits et de boutons d'or. Avec le temps, Marie avait espéré que les choses resteraient ainsi, qu'elle ne monterait jamais chez Madame Cuznac, maintenant qu'elle était installée dans des habitudes. Ici, elle mangeait à sa faim, et Nanette montrait à son égard de l'affection. Seul Pierre semblait l'éviter, ce qui la peinait. Elle avait cru qu'il deviendrait son ami, mais le garçon ne lui parlait pas et la regardait toujours comme une étrangère. Elle ne comprenait pas que ses manières douces, son parler de la ville et, surtout, la délicatesse de son visage aux traits harmonieux l'impressionnaient. Il osait même la comparer à la Vierge dorée de l'église de Pressignac, aussi fin visage. Il fuyait Marie, intimidé. Trop rustre, trop sot pour elle, qui savait bien mieux lire que lui. Ce n'était pourtant pas la faute de Marie si, un soir, Nanette, qui la voyait lire à voix basse son missel, lui avait demandé de continuer sa lecture tout haut, pour le plaisir de la famille. Pierre avait écouté, sans quitter des yeux les lèvres de Marie, qui articulait sans peine des mots chargés de mystère et de musique. À 13 ans, il n'allait déjà plus à l'école, après un échec au certificat d'études, au grand regret de Nanette. Mais cela ne le tracassait pas outre mesure. Il aidait son père, préférait la terre et les bêtes aux bancs d'études. Malgré le travail astreignant de la métairie, Nanette accordait de bonne grâce quelques moments de détente aux 2 enfants. Ainsi, avait-il accompagné Jacques à Pressignac chez le sabotier. Nanette avait en effet déclaré que les galoches de la fillette étaient peu adaptées au travail de la ferme. Le Moussure avait consenti à cet indispensable achat. C'était la première fois que la fillette découvrait le bourg. Pour elle, c'était un monde nouveau. Épicerie, auberge, charron, tisserand, boulanger et même huilier. L'atelier du sabotier lui sembla un antre magique, avec ses collections de tarières, de paroirs, de gouges, de cuillères et de rouanes. L'homme abandonna un instant son ouvrage en cours pour tendre un paquet à Marie. « Tiens, drôlesse, voilà tes 2 socs. Ça m'a pris une bonne journée de travail, » ajouta-t-il en collant à l'intérieur des sabots la petite étiquette qui finalisait sa création. Marie admira longuement les objets, décorés de fleurs peintes et gravés dans le bois de noyer verni. Elle n'avait jamais possédé pareille merveille. Puis Jacques laissa les enfants sur la place pour se faire servir, chez Marcel, le petit vin gris de Pressignac, qui enchantait les rudes palais. Marie eut droit au regard curieux des enfants. Les langues allaient bon train, en patois bien sûr, ce qui était fort pratique pour dire tout haut ce que l'étrangère ne devait pas entendre. « As-tu vu de son manteau et sa coiffardour à bizarda? La zécresse donc à la villa? Madame Cuznac podia ben plener una pocha chasnos,
Pas besoin d'énal la quiera tan loin. De toute façon, la n'envoie pas. Coest naneta qu'elle la garda. As-tu vu son manteau et sa coiffure bizarre? Elle se croit donc à la ville? Madame Kuznec pouvait bien prendre une servante chez nous, pas besoin d'aller la chercher si loin. De toute façon, elle n'en veut pas, c'est Nanette qui la garde. Pierre répondit en patois d'un ton furieux. Aussitôt, l'attroupement se dispersa. Les deux enfants remontèrent joyeusement sur la carriole que tirait Coquin. Pour égayer le chemin du retour, Marie chanta une chanson, encourageant Pierre qui l'écoutait en la fixant d'un air émerveillé. « Chante avec moi, Pierre, c'est plus joli en duo. » Pierre entonna alors timidement avec Marie, de sa voix plus grave, le joyeux refrain. Marie comprit que, peu à peu, Pierre se déridait. « Si vous voulez, je m'y mets aussi !» plaisanta Jacques en patois, un peu émoustillé par le vin du Marcel. « Mais je vous préviens, va pleuvoir et faire soleil en même temps, et le diable va battre sa femme !» Pierre traduisit, et les enfants rirent de bon cœur. Chapitre 4. Le mariage des oiseaux. Ce matin-là était un dimanche. Nanette s'habillait pour aller à la grand-messe chantée de 11h. Jacques et Pierre étaient déjà prêts et attendaient au coin de la cheminée, un peu gauche, dans leurs vêtements qu'ils ne portaient qu'une fois par semaine. Marie s'était assise devant la maison sur un billot de bois, avec ses nouveaux sabots, nettoyés à l'eau savonneuse. Ce serait la 2e fois qu'elle irait à Pressignac, et elle s'en réjouissait. Elle aimait marcher au soleil, malgré l'air encore frais. Soudain, elle entendit le pas d'un cheval, et, relevant la tête, vit un cavalier s'approcher. C'était un homme au visage doux sous un chapeau de feutre orné d'une plume de faisan. Il émanait de lui une impression de force, malgré un regard las et triste. Ses vêtements étaient de bonne coupe, ses guêtres en cuir brun. Marie le reconnut aussitôt. C'était le monsieur qu'elle avait vu au parloir de l'orphelinat il y avait quelques mois. « Que fait-il ici ?» s'interrogea-t-elle. Il arrêta sa monture devant elle et la regarda attentivement. Sa voix se voulut aimable. « Tu es bien Marie ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle avec un sourire plein de gentillesse. « Tu te plais ici ?»« Oui, monsieur. Nanette est très bonne pour moi. » Le cavalier haussa les épaules, perplexe. Il fut sur le point de poser une autre question, mais resta silencieux. Marie se mordit les lèvres, ne sachant pas si elle était coupable de quelque chose. À cet instant précis, Jacques sortit, suivi de Pierre. Il s'écria en ôtant son béret. « Bonjour, patron. Vous voilà parti pour la messe? Et madame, c'est-y qu'elle est souffrante? Elle n'a pas demandé la carriole ce matin. » Monsieur Kuznec fit un geste fataliste de la main et poussa son cheval. Il se retourna pourtant, et son dernier regard fut pour Marie. Elle baissa la tête, persuadée dans son fort intérieur d'avoir déplu aux visiteurs. C'était donc lui, le moussure dont avait parlé si souvent Nanette. Le chemin longeait le creux de la vallée. Marie et Pierre marchaient devant Nanette et son mari. Le soleil jouait à travers les jeunes feuilles des arbres. À droite, serpentait un ruisseau couleur de rouille et qui s'argentait sur les roches à fleurs d'eau. Marie était éblouie. Jamais elle n'aurait cru que la campagne pouvait être si belle. Son regard ne savait plus où se poser en ce printemps radieux, tant il y avait de lumière et de verdure. L'air tiède sentait bon le renouveau. Pressignac n'était guère éloigné de la métairie. Déjà, on apercevait le clocher de l'église. Nanette s'esclaffa. « La Marie-Antoinette va se mettre en branle d'ici peu et faire presser les retardataires. » Jacques se contenta de siffloter en haussant les épaules. Il se souvenait du jour où le curé de Chabanais était venu baptiser la nouvelle cloche de Pressignac, lui donnant le prénom de Marie-Antoinette. Il était tout gamin alors, et avait applaudi comme les autres quand le timbre grave et profond avait retenti. C'était en 1874. Marie hâta le pas.
Elle se promit de demander au retour qui était cette Marie-Antoinette. Mais pour l'instant, elle gambadait, enivrée de vents légers et d'images colorées. Ils arrivèrent sur la place de Pressignac au moment où la cloche se mettait à sonner. Nanette poussa Marie du coude en riant. « L'entends-tu, la Marie-Antoinette ? Pour sûr, elle a une jolie voix !» Marie se sentit rougir, confuse. Pierre souriait. Le fond de l'air était à la fête. Les gens de Pressignac se dirigeaient vers l'église. Les femmes portaient leurs coiffes empesées, repassées avec soin. Marie se sentait observée. Certains enfants la montraient du doigt. Pierre les foudroya du regard. Cela ne découragea pas un garçon blond et maigre qui le dépassait d'une tête. Celui-ci cria un mot que Marie ne comprit pas. « Oh, la drôle à bastarde !» Puis il se mit à ricaner. Les villageois avaient compris que la fillette venait d'un orphelinat. En ce début de siècle, les mères célibataires étaient si sévèrement jugées qu'elles préféraient souvent abandonner les nouveau-nés issus d'amours coupables. Aussi, un orphelin était, selon l'avis général, un enfant illégitime. Marie vit Pierre se ruer en avant et cogner son adversaire de toutes ses forces. L'autre riposta aussitôt, mais le combat en resta là. Rouge de colère, Jacques attrapa son fils. Il poussa vivement le grand blond. « Vous n'avez pas honte devant l'église. Allez, file, Louison. Et toi, Pierre, tiens-toi tranquille. » Durant la messe, Marie fut distraite par M. Cusenac, assis au banc des notables. Il avait ôté son chapeau et semblait rêveur. À force de l'observer, Marie lui trouva un air sage et doux. Elle se souvint alors des questions qu'il lui avait posées au parloir. « Es-tu heureuse chez les sœurs ? Aimerais-tu quitter cet endroit et vivre au grand air ?» Sur le moment, elle avait imaginé dans sa détresse que ce monsieur élégant et gentil voulait l'adopter. À la vérité, il cherchait une servante. C'est pourquoi, un peu plus tard, il avait envoyé son épouse. Elle avait jugé que Marie pourrait convenir. Il n'en ressentit aucune amertume. Les sœurs qu'il avait élevées lui manquaient certes beaucoup, mais la vie à la métairie lui plaisait. Elle l'avait écrit à la mère supérieure. De toute façon, Marie n'eût jamais songé à se rebeller contre son sort. On lui avait appris très jeune les vertus de la discipline. Le curé termina le sermon en recommandant aux paroissiens de se consacrer au jour du Seigneur et de ne pas vaquer à leur besogne. Certains hommes baissèrent le nez, sachant bien que le repas de midi passé, ils iraient au champ réparer une barrière ou tracer un sillon. D'autres gardaient la tête haute. Ils savaient où passer l'après-midi, au bistrot, chez Marcel. Une partie de manille était prévue jusqu'à l'heure de la soupe. La messe finie, chacun sortit, sans hâte. Marie fut éblouie par la lumière du dehors. Timidement, Pierre lui tapota l'épaule. « Hé, regarde là-bas, c'est le neveu du Moussure, Macaire. Il va démarrer son automobile. » Pierre dansait d'un pied sur l'autre, fasciné. À l'autre extrémité de la place, Marie vit un jeune homme bien habillé qui montait dans un véhicule rutilant. « C'est la brasier de son père. Il roule à plus de 30 km/h avec ça. » Le moteur de la voiture démarra à la manivelle, créant dans le bourg un vacarme inquiétant. Marie avait déjà vu quelques voitures à moteur, à Aubazine, lors des promenades des petites orphelines. Aussi, ne fut-elle pas surprise, tout juste curieuse d'apercevoir Macaire, le bon arien de neveu du Moussure, selon les dires de Nanette. Le jeune homme s'installa au volant en riant, à son aise, sous les regards amusés ou contrariés des habitants de Pressignac. Marie regarda comme tout le monde le passage de la brasier, dont le moteur ronronnait malgré de légers bruits de ferraille. Le fameux Macaire portait une casquette assortie à son costume. Il lui parut maigre et plutôt laid, avec son teint jaune et son menton en galoche. Mais il avait la prestance de celui qui domine la machine. Nanette discutait ferme avec 3 autres femmes. Marie ne s'aperçut pas que M. Cusenac se tenait à côté d'elle. Elle reconnut sa voix qui disait assez bas « Quel imbécile! Je vais devoir le supporter jusqu'à la fin de l'après-midi. »
Elle ne put s'empêcher de regarder son patron, qui fronçait les sourcils, l'air excédé. Soudain, il sembla se réveiller et dévisagea Marie avec une expression étrange. « Alors, Marie, comment vas-tu aujourd'hui ?»« Bien, monsieur. »« Tu ne manques de rien chez Nanette ?»« Non, monsieur. » »« Tiens, tu iras acheter des bonbons chez Marcel, pour Pierre et toi. » Monsieur Cusenac sortit sa bourse et lui tendit quelques sous. Marie hésita à les prendre. Alors, il lui ouvrit la main et lui referma les doigts sur les pièces. Puis il s'éloigna, à grands pas, gêné. Pierre avait tout vu. Il se mordit les lèvres de colère. Marie ne pouvait deviner que le fils des métayers était jaloux. Elle s'écria : « J'ai au moins 10 sous. Pierre, va acheter les bonbons à ma place, je t'en prie. Tu choisiras. Tu sais parler patois, toi. » Nanette s'approcha. Elle n'avait rien perdu de la scène et poussa les deux enfants vers le débit de tabac de Marcel Pressigaud. « Allez, et revenez vite, la soupe est sur le feu. » Ils prirent le chemin de la métairie, sans flâner, cette fois. Nanette et Jacques discutaient en patois, et le ton n'était pas à la bonne humeur. La fillette tenait un sac en papier huilé qui contenait les bonbons. Pierre avait distancé Marie, et elle le vit entrer dans le sous-bois, se pencher, se relever. Soudain, un bruit impressionnant retentit, venant de Pressignac. À celui d'un moteur se mêla, criard, un klaxon. Nanette hurla. « Marie, Pierre, grimpez sur le talus !» Macaire déboula d'un virage, vision surprenante au sein de ce paisible paysage de prairies et de bosquets. La voiture soulevait un nuage de poussière, tandis qu'elle zigzaguait dangereusement. Son conducteur salua les métayers. Jacques, furieux, cracha sa chique. « Abruti ! Il va arriver un malheur pour sûr !» Le jeune homme passa devant les enfants et jeta à Marie un regard qui en dit long sur son mépris. Instinctivement, elle comprit qu'il représentait un danger, et pas seulement en raison de la conduite du véhicule. Tout comme sa tante, il la glaçait d'inquiétude. Après son passage, Marie voulut redescendre sur le chemin, mais Pierre la retint par le bras. D'un signe de tête, il lui montra la silhouette d'un cheval arrivant au galop. « C'est le patron !» souffla le garçon. « Tous les dimanches, Macaire déjeune au Bory. Mais monsieur Cusenac n'a jamais voulu monter dans une voiture à moteur. Il préfère sa jument. » Le cavalier passa, lui aussi, sans jeter un regard à ses métayers, qui le saluèrent pourtant respectueusement. Dès qu'il fut éloigné, Nanette haussa les épaules et reprit son chemin, Jacques sur les talons. Marie remarqua alors que Pierre tenait dans la main gauche un petit bouquet de violettes. Il les lui donna en murmurant : « Elles sont pour toi. Il en pousse toujours sur ces talus du côté du bois. Ça sent bon. » Marie prit les fleurs avec précaution et les respira. « Oh Pierre, c'est vrai, comme elles sentent bon. » Le garçon se mit à rougir, heureux de voir Marie aussi contente. Il sauta d'un seul bond à bas du talus et partit en avant. Elle le rattrapa. « Pierre, merci, c'est un si beau cadeau. Dis, tu crois que je pourrais les garder un peu, dans un verre d'eau ? Je les mettrai à côté de mon lit. »« Bien sûr. Alors vrai, tu es contente ? » ?»« Oui, très. » Marie avait l'esprit aussi délicat que son visage. Elle devina que Pierre avait voulu lui faire un cadeau, car il avait semblé irrité par le geste généreux de monsieur Cusenac. Elle ajouta, avec un sourire radieux : « Et tu sais, Pierre, j'aime mieux les fleurs que les bonbons. » Pierre redressa la tête, bombant le torse de joie. Les mots de Marie lui donnaient envie de chanter. Ils entrèrent dans la cour de la métairie en marchant côte à côte. Nanette, qui posait le cledon, une mauvaise barrière de bois condamnant l'entrée de la maison aux poules, s'étonna de les entendre bavarder. Mais elle en fut bien contente. Arrivée à la métairie, Marie mit son bouquet dans l'eau, tout près de sa paillasse. Puis elle défit le cadre contenant le portrait de la Madone et déposa délicatement quelques fleurs dans l'un des angles. Elle cacha de nouveau ce précieux talisman sous son édredon et redescendit en chantonnant dans la pièce commune. Ce fut un après-midi lumineux et tranquille.
Nanette sortit une chaise et, au soleil, reprit à débat. Le repas avait satisfait tout son petit monde, du pâté de lapin fortement aillé, une soupe aux choux où avait mijoté un bon bout de lard, et, pour le dessert, des œufs au lait nappés de caramel. Une gâterie rare, mais Nanette, ce dimanche 19 mars, avait voulu fêter la Saint-Joseph, le jour du mariage des oiseaux. Jacques était retourné au bourg pour la partie de manille, en se promettant de marcher droit au retour, ce qui ne serait pas le cas de tout le monde. Pendant ce temps, Marie joua longtemps avec Pato. Pierre se fit un sifflet en noisetier à l'aide du couteau de poche reçu en cadeau le jour de sa première communion. Plus haut, sur la colline, la grande maison des patrons paraissait pleine de silence. Marie se demandait souvent si des gens y habitaient. La seule preuve, selon elle, était que les lumières y étaient allumées le soir, dessinant les hautes fenêtres dans la pénombre. Elle rêvait souvent de s'en approcher, mais n'avait jamais osé mettre son désir à exécution. Elle se demandait comment les pièces étaient disposées. Pourquoi ne voyait-on jamais M. Cuznac au bras de sa femme? Qui les servait? Et de nouveau, cette question obsédante la harcelait. Pourquoi la tenait-on à l'écart, elle, qu'on était allé chercher à des kilomètres et des kilomètres de là? Marie était de nature patiente. Elle se raisonnait en songeant qu'un jour ou l'autre, elle connaîtrait les réponses à toutes ces questions. Mais ce soir, sa curiosité allait être en partie satisfaite. En effet, après le souper, alors que tous étaient réunis autour de l'âtre, Nanette, les pieds au chaud, l'âme apaisée par cette bonne journée, fut prise du besoin de raconter. Chapitre 5. Ce que raconta Nanette. Garni de bûches de châtaignier, le feu pétillait, jetait parfois avec un claquement sec des escarbilles sur la terre battue. Marie s'était assise en face de Pierre, sur un petit banc, chacun d'un côté du foyer. Jacques, lui, était déjà couché dans son lit à rideaux. On l'entendait ronfler, un grognement de sanglier qui montait et redescendait par degrés, assorti de soupirs. Nanette se moqua des étonnements de Marie, qui n'avait jamais vécu en compagnie de représentants du sexe masculin. « Les femmes ronflent aussi, petite, » dit-elle. « Ma mère faisait tant de bruit que je me levais la nuit pour lui siffler à l'oreille. Elle s'arrêtait tout net. » La langue de Nanette se délia ainsi, en partant du ronflement de sa mère défunte. « Ah, ma pauvre mère! C'est son 6e qui l'a tuée, mon frère Paul. J'avais 10 ans quand elle est morte. C'est ma grande sœur, Honorine, qui s'est occupée de la maisonnée. Quand j'ai eu 15 ans, elle a trouvé à me placer chez de riches marchands, les Guérin. Je faisais le ménage, la cuisine, la lessive, et j'étais aux ordres de mademoiselle Amélie, une sale gamine de 12 ans. Vous pouvez me croire, j'avais du mal à ne pas lui filer une paire de taloches à celle-là, et l'envie ne m'est pas passée. » Marie fronça les sourcils. Nanette, ménageant son effet, ajouta enfin. « Mais oui, cette Amélie, c'est la patronne, Madame Cuznac. Chez les Guérin, fallait montrer patte blanche, parler français, comme toi, mignonne. Si je lâchais un mot de patois, la mère Guérin levait la main en roulant des yeux terribles. C'est pas qu'ils comprenaient pas le patois, pour sûr, ils savaient même très bien le parler quand c'était leur intérêt. Le père Guérin était vaguement maquignon, et crois pas que les transactions aux foires de Chabanais et Saint-Junien se faisaient en bon français. Mais il trouvait que ce n'était pas un langage comme il faut. J'ai pris l'habitude, et maintenant, j'en suis bien contente. Ça cloue le bec des voisines. Pierre, donne-moi donc un verre de piquette. Causer, ça sèche la langue. » Marie attendit que le verre fût vide. Elle imaginait Nanette à Saint-Junien, mais c'étaient des images floues, tirées de ses souvenirs de Brive, car l'orpheline ne connaissait pas Saint-Junien et ne parvenait pas à se figurer la femme de Jacques en fille de 15 ans. Et puis mademoiselle Amélie a voulu un mari. Faut dire qu'elle n'était pas vilaine à cette époque. Mince, une belle poitrine, et toujours habillée à la dernière mode, avec des tissus qui coûtaient la peau des fesses. Au bal du 14 juillet, elle a rencontré Jean Cuznac. Je peux vous dire, les enfants,
qu'elle était plus souriante que maintenant, et minaudière. Notre moussure n'y a vu que du feu. Ils étaient fiancés en septembre. Le patron avait 30 ans. C'était un bel homme, avec un caractère de velours. Ce qui plaisait surtout au Guérin, c'est qu'il était riche. Il possédait les terres du Bois des Loups et des Bories. Et aussi une maison à Saint-Junien et des fermes du côté de Confolens. Moi, je le servais à table quand il venait déjeuner le dimanche pour faire sa cour. J'allais bientôt coiffer Sainte-Catherine, et je me disais bien triste que je n'étais pas près de trouver un mari aussi gentil. Marie se frotta le nez et bâilla. Elle commençait à avoir sommeil, mais l'histoire de cette famille la passionnait. Vite, elle demanda à Nanette, en se trémoussant sur son petit banc pour se dégourdir, « Qu'est-ce que ça veut dire, Nanette, coiffer Sainte-Catherine ?»« Eh, c'est quand tu as tes 25 printemps et pas de mari. Penses-tu si je m'inquiétais ? Après la noce, Jean Cusenac amena sa femme ici. Elle ne voulait pas. Elle, son idée, c'était de continuer à vivre à Saint-Junien ou d'ouvrir un commerce à Limoges. Sur ce point, notre moussure n'a pas cédé. Amélie a filé doux, pour une fois. Mais je sais pourquoi. Ses parents lui ont fait la leçon, et pas avec des pincettes, croyez-moi. Alors moi, j'ai suivi le mouvement, et c'est comme ça que je suis arrivée à Pressignac. » Pierre dormait, plié en deux sur sa chaise, la tête appuyée sur ses bras croisés. Nanette alla le secouer. « Hé, mon drôle, va te coucher. Tu pourrais basculer dans le feu et te roussir les cheveux. Tu m'as déjà donné assez de soucis. Et toi, Marie, as-tu sommeil ? » ?»« Oh non, Nanette, je peux veiller encore. » Une fois Pierre allongé dans son lit d'angle, étroit et garni d'un énorme édredon, Nanette se servit un second verre de piquette et en tendit un gobelet à Marie. « Tu dois avoir soif, ma mignonne, à rester si près des braises. » Marie se sentit soudain profondément heureuse. Le visage de Nanette lui sembla le plus aimable du monde. Il faisait chaud. L'ombre dorée par les flammes jetait un voile sur la crasse et la pauvreté de la pièce. La boisson picotait la langue et avait un goût agréable de raisin et d'automne. Nanette observa la fillette un moment, silencieuse. Qu'elle était jolie, cette petite, avec ses lèvres couleur de cerise, ses beaux yeux et ses cheveux bruns, aux longues boucles souples et légères. Du coup, elle en perdit le fil de ses souvenirs. Marie murmura : « Et après, que s'est-il passé quand vous êtes arrivé à Pressignac ? » ?»« Ah, oui, j'en étais là. J'ai dû appeler mademoiselle Amélie « Madame » et servir là-haut dans la grande maison. J'avais plus de travail qu'à Saint-Junien. Il a fallu tout chambouler, cirer les meubles, coudre des rideaux neufs, lessiver les planchers. Monsieur Jean, il en a dépensé des sous pour faire plaisir à sa femme. Lui, il voulait des enfants. Je les entendais parler à table. Le patron disait : « Si un fils vient en premier, ou si c'est une fille. » Il en avait des projets. Son gros souci, c'était de gérer ses biens au mieux pour ses enfants à venir, justement. Mais madame n'a pas eu de bébé. Il n'y avait rien à faire. C'était il y a 15 ans, tout ça. Ils ont commencé à se battre froid. Elle avait des caprices, cassait la vaisselle, traitait ce pauvre monsieur Jean de tous les noms. Lui, il ne répondait pas, mais il sellait son cheval et il partait dans la campagne. Il n'était pas heureux, va. D'après moi, il a vite compris à qui il avait passé la bague au doigt. Je le plaignais de tout mon cœur. Je lui préparais des bonnes soupes, des desserts. Madame, ça ne lui plaisait pas. Un matin, j'ai vu un homme dans la cuisine. Il a ôté son béret et m'a demandé en mariage. C'était mon Jacques. Mais figure-toi, Marie, que c'était une idée de la patronne, cette noce-là. Elle ne voulait plus de moi dans la maison. Marie se mordit les lèvres d'émotion, tout à fait réveillée à présent. Nanette tisonna les braises et reprit l'air songeur. « J'ai pas réfléchi 2 heures. Ce gaillard était bien bâti, aimable et pas trop vieux. Une semaine plus tard, j'étais fiancée, puis mariée en juin, dans l'église de Pressignac. J'étais bien heureuse de ne pas finir vieille fille et surtout de quitter le service de madame Amélie. Monsieur Jean m'avait doté, du linge, des meubles et de la volaille. Et 3 louis d'or, oui, je les ai toujours. J'ai eu mon Pierre au bout de 2 ans. Quand la patronne a su ça,
Elle a évité de croiser mon chemin. Elle en crevait de jalousie. Nanette tira un mouchoir de sa manche. Ses yeux brillaient un peu trop. Elle ajouta à voix basse: « Il m'en est venu 3 autres, des petits. Mais pas un n'a vécu 1 an. 2 filles et un garçon. Je les ai bien pleurés. Surtout ma petite Élise. Elle est morte à 6 mois. Je croyais la garder, celle-là, mais non. Heureusement qu'ils avaient reçu le baptême. Ils n'ont pas rejoint le nombre des échantilles. » Marie renifla, puis elle alla entourer de ses bras le cou de Nanette. Sans dire un mot, elle embrassa ses joues mouillées. « Tu es une brave petite, toi. Je suis bien contente de t'avoir. Je sais pas d'où tu viens, mais si je t'avais mise au monde, je t'aurais pas abandonnée au coin d'une rue. » Marie ferma les yeux, le visage brûlant. Nanette avait touché un point sensible, car depuis longtemps, elle pensait à ses parents. Ils n'avaient pas voulu d'elle, ou ils étaient morts. Jadis, quand elle avait questionné sœur Julienne, celle-ci lui avait répondu: « Que veux-tu? La seule chose que nous savons de toi, c'est que quelqu'un t'a apporté à l'hospice de Brive un soir. Ensuite, tu es arrivée chez nous. Tu avais à peine 3 ans. Voilà ma fille. » Marie s'était habituée à cette idée. Elle ne connaîtrait jamais le visage de sa mère, ni celui de son père. Ses bras serrèrent plus fort le cou de Nanette, comme pour la supplier de la garder toujours. « Tu me coupes le souffle, mignonne. Allez, te fais pas de bile. Vaut mieux ni père ni mère parfois. Prends la chandelle et va vite te coucher. » Marie obéit. Lorsqu'elle fut allongée sous sa couverture, prête à souffler la chandelle, son regard se posa sur le bouquet de violettes. Selon le rituel qu'elle s'était imposé depuis son départ d'Aubazine, elle pressa contre elle le cadre doré de la Vierge orné de violettes, récita les prières apprises chez les sœurs, et elle s'endormit, le cœur apaisé. Chapitre 6. Des jours de labeur et des jours de fête. Le jour des rameaux, les adolescents assistèrent à l'office religieux en compagnie de la mère de Pierre. Puis, ils allèrent porter le buis béni sur la tombe des jeunes enfants de Nanette. Ils rentrèrent ensuite à la métairie, non sans avoir acheté les fameuses cornuelles brioches à 2 cornes qui se consommaient ce jour saint. Cet après-midi de printemps fut si beau que Marie décida de profiter de la nature en fête. Pierre ne put l'accompagner, car il avait été décidé d'une partie de pêche avec Jacques. Escortée de Pato, elle prit le chemin des pâturages. L'air sentait les pommiers en fleurs, le chèvrefeuille, le laurier sauvage, la mousse et l'écorce. Elle s'assit au bord de la route et s'adossa à un rocher face au soleil. C'était si bon de sentir cette pierre tiédie par les rayons bienfaisants. Soudain, la sérénité champêtre fut troublée par un bruit de moteur. La bruyante automobile de Macaire apparut. Marie pensa qu'il allait passer sa route. Mais à sa grande surprise, il stoppa sa brasier et bondit hors du véhicule. Elle resta d'abord interdite. « Bonjour, monsieur », bredouilla-t-elle enfin en se forçant à sourire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.